l'héritage, pour moi, c'est l'impact qu'on va avoir laissé sur les gens autour de nous. Comment on va avoir laissé les gens et comment ces gens-là vont se sentir un coup qu'on n'est plus là. Donc, pour moi, c'est ça l'héritage et c'est là-dessus que je m'applique actuellement à travailler. Peu importe nos croyances, mais on oublie d'apprécier ce qu'on a autour de nous. What's up, guys? Bienvenue au Podcast Castleman. Je m'appelle Stéphane, je suis courtier immobilier en Outaouais et cet épisode est une présentation de mon équipe, l'équipe Castleman chez Remax. Nos 3 mots d'ordre dans l'équipe, c'est la simplicité, l'authenticité et l'efficacité, puis on s'efforce de mettre ça de l'avant dans chacune de nos transactions. Donc, pour tous vos projets immobiliers, que ce soit l'achat, la vente, l'investissement, du côté résidentiel ou commercial, contactez-nous. Je suis fier aussi de vous dire que cet épisode est commandité par mes boys de chez Subaru Outaouais. La réputation de la traction intégrale de Subaru est plus à faire et si vous voulez un service vraiment à sa coche, c'est au 965 boulevard Saint-Joseph que ça se passe. Pour les gens qui écoutent sur YouTube, si vous voulez m'aider et m'encourager, je vous invite à vous abonner à ma page. N'hésitez pas à liker, commenter, puis surtout à partager l'épisode avec un maximum de personnes. Donc sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et puis bon épisode. Si on commence, Steph, direct comme ça, premièrement, Stéphane Bisson, merci d'avoir accepté l'invitation au podcast. Merci à toi. Je suis content de pouvoir passer un petit moment avec toi. Et évidemment, on se connaît les deux, on est courtiers, on est en immobilier, on se jase pour des transactions, on se voit souvent dans 5 à 7. Mais d'avoir un moment, juste les deux, où est-ce que justement, on n'est pas dans un 5 à 7 puis il n'y a pas un paquet de personnes autour. Oui, effectivement, qu'il n'y a pas de conversation interrompue. Oui, c'est ça, d'avoir un petit moment pour jaser, c'est très cool. Puis là, justement, juste avant qu'on commence, que j'allume les micros, on parlait de les 1001 projets que tu as, que tu fais. Puis la question que j'allais te poser, c'est où est-ce que tu trouves le temps? Comment tu fais pour gérer tous les projets que tu as? Parce que là, tu es courtier, tu as une équipe, propriétaire de l'agence, Keller Williams aussi, investisseur immobilier. Puis là, nouvellement grand-papa. Grand-papa 2 fois. Parce que ça a vraiment été un élément clé dans ma vie, je vais te dire. Okay. Vraiment, ça va chercher quelque chose à l'intérieur de moi que je savais qu'il était là, mais juste le fait d'avoir un petit bonhomme, une petite demoiselle là, que tu portes dans tes bras, puis tu dis, ben écoute, ça en quelque sorte, ça vient de moi. Là. Donc, oui, effectivement, à un certain moment donné, on carbure au projet, on carbure aux idées. Puis là, tu as la vie qui t'amène ces cadeaux-là. Donc, c'est sûr que ça te ramène les 2 pieds sur terre. Puis ça change le focus des fois. Oui, effectivement. Parce que là, tu vas te présenter aussi à la mairie de... Oui, officiellement candidat depuis jeudi dernier. Donc, on avait comme premier critère... pour être candidat à la mairie, il fallait accumuler 200 signatures. Donc, là, tu vas voir excuse l'anglicisme, mais le overachiever. Là, donc, on a déposé 575 signatures. Je veux dire, entre toi et moi, là, c'est tellement enrichissant. Les conversations citoyennes, les éléments sur lesquels c'est vraiment, tu sais, premièrement, la politique municipale, c'est une politique de proximité. Il n'y a pas rien de plus près que le citoyen. Donc, et les conversations que ça amène, c'est vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Mais ça, en fin de compte, c'est tout le cheminement complet qui s'est passé je pourrais dire, de peut-être les 40 dernières années. Tu vois, moi, j'ai commencé à être entrepreneur à l'âge de 15 ans. J'organisais des défilés de mode à l'époque. Puis peut-être avant ça, là, je m'occupais d'un comptoir de jardin à Polyvalente. Donc, toujours été très, très engagé dans ma communauté. Puis par la suite, pas nécessairement la carrière de courtage là, que la majorité des gens connaissent de moi. Mais quand tu es courtier, au préalable, le succès d'un courtier, c'est des heures de travail illimitées. Tu peux te faire communiquer le matin, le soir, même la nuit dans certains cas. Ou les rencontres en début de carrière, souvent les jeunes courtiers ou jeunes courtières vont faire des transactions, mais ça va des fois s'échelonner très, très tard et on s'entend.
quand j'ai commencé en immobilier 35 ans passés, mais il n'y avait pas les outils technologiques qu'on a aujourd'hui. Donc, c'était à la bonne franquette. Donc, on rencontrait les clients en personne. Donc, on avait une offre. C'était une offre papier. Il fallait qu'on aille chercher la promesse d'achat ou que le courtier nous l'amène. Puis après ça, il fallait rencontrer le client. Donc, on avait les fameuses copies là, autocopiantes. Donc, on devait présenter physiquement au client. Aujourd'hui, nécessairement, toute la technologie nous amène dans une autre dynamique complètement différente. Beaucoup d'échanges de textes. À l'époque, oublie ça, là, il y avait premièrement, quand j'ai commencé en immobilier, les cellulaires. Tu avais un cellulaire, tu étais genre... Wow! Vraiment, t'étais comme un peu comme un extraterrestre. T'étais vraiment une espèce vraiment très particulière. Puis, c'est ça. Donc, tu sais, beaucoup de 25 sous, beaucoup de téléphones publics. D'un cabine téléphonique. D'un cabine téléphonique à l'époque et tout ça. Oui. Donc, puis, on magasinait les propriétés à partir d'un catalogue de maisons. Les fameux... Parce qu'il n'y avait pas Internet. On parle début des années 90. Oui, effectivement. C'est ça. Moi, j'ai commencé en 88. J'avais 18 ans. Oui, 88, 18 ans. Green, à l'époque, j'habitais dans le sous-sol chez mes parents. J'avais commencé à fréquenter une fille qui est devenue la mère de mes enfants par la suite. Donc, puis elle, en fin de compte, elle avait un emploi à temps plein, elle étudiait à l'université. Donc, elle avait un horaire limité par rapport aux possibilités qu'on puisse se voir. Puis moi, de mon côté, je commençais en immobilier. Donc, pour moi, c'était genre le match parfait. Donc, ça me donnait du temps justement pour commencer à nécessairement faire des rencontres des clients, ces choses-là. Donc, même si je travaillais plus tard. Puis, le fait également que j'habitais chez mes parents, ça me permettait justement d'avoir un coût de vie vraiment au minimum. Puis, j'aimerais ça retourner des fois à cette période-là. Tu vois les fins de mois qui arrivent avec les factures, tu dis, ça, j'étais bien chez mes parents. Non, honnêtement, j'étais bien chez mes parents. La question des factures, je suis ailleurs dans ma vie, mais la question de, écoute, j'étais tellement gâté. Moi, je suis le cadet, j'ai 3 sœurs plus âgées que moi qui ont un grand impact dans ma vie, qui sont encore hyper présentes. J'ai une de mes sœurs qui est super engagée avec moi dans la campagne électorale actuellement. Puis c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça, juste de repenser à ça. Et c'est souvent je vais te partager moi, j'ai comme une hygiène de matin. Là. Okay. Donc, j'aime ça, ce terme-là, hygiène de vie. Hygiène de matin. Fait que, le matin, je me lève toujours à la même heure, donc je me lève toujours à peu près vers 6 heures. Pourquoi vers? Parce que des fois, je me réveille avant que la sonnerie s'active. Je fais la méditation, beaucoup de gratitude, parce que pour moi, c'est que ce que j'ai comme matériel, mais également comme relation avec les gens qui m'entourent, parce que je suis le résultat des gens qui m'entourent, en fin de compte. Et le succès je touche du bois, là, mais le succès que j'obtiens, c'est parce qu'il y a des gens autour de moi qui sont là. Et on a tous, à un certain moment donné, des hauts et des bas. Puis des fois, c'est juste un petit coup de pouce que quelqu'un va t'envoyer. Mon fils va m'envoyer un message. J'ai un de mes fils qui est militaire. Puis des fois, il m'envoie une photo de ma petite fille. Puis... puis juste « Salut, comment ça va? » ou ma partenaire à l'agence, parce que le succès de Keller Williams à Gatineau, ça relève pas juste de moi, mais avec Katia aussi, heureusement, j'ai Katia qui est dans ma vie depuis 20 ans, qui fait un travail absolument exceptionnel, puis qui est une partenaire absolument exceptionnelle et que j'en suis extrêmement reconnaissant. Donc ça, c'est beaucoup le moment du matin, comment je démarre la journée, à dire... c'est qui aujourd'hui que je veux remercier, qui est là ou qui a été là, puis qui a fait que je suis la personne aujourd'hui, mais également apprécier que je me lève, que je sois en santé, que j'ai tous mes membres, que je ne sois pas malade, que je ne prenne pas de médicaments. Déjà là, des fois, on court beaucoup dans la vie. Hein? Puis on est toujours à la recherche de quelque chose de plus, puis de plus gratifiant et tout ça, puis plus d'argent. Mais on oublie de remercier, peu importe nos croyances, mais on oublie d'apprécier ce qu'on a autour de nous.
Donc, pour moi, ça fait, c'est comme ça que je démarre mon matin. Puis après ça, ben là, il y a l'entraînement. Puis tout ça. Et après les fameuses douches froides? C'est bien la mode là, en ce moment. Non. Je vais dire souvent, c'est ça. Donc, la méditation, après ça, l'entraînement, je m'entraîne à la maison. Et par la suite, après ça, la journée commence. Et souvent, ça commence assez tôt et assez rapide. Ouais. Parce que souvent, c'est ça. Et je dois essayer également de me contrôler parce que des fois, je commence à répondre à des gens par texto ou j'envoie des choses, des messages, mais là, il est 6h30 le matin, donc on s'entend que c'est pas tout le monde qui est réveillé à cette heure-là ou qui est disponible. Donc, j'essaie de garder justement cette période-là de peut-être 2 heures le matin pour ce que j'appelle le me time et par la suite, vraiment pouvoir embarquer sa patinoire, patiner puis essayer de compter des buts. Là. J'ai de la misère avec ça, je dois avoir une dépendance à mon téléphone, là, comme bien du monde. J'ai de la misère à avoir un temps comme où est-ce que j'ai, justement en me levant le matin, où est-ce que j'ai pas mon téléphone. Je le retrouve quand je cours. Quand je cours, c'est très rare, je vais répondre à des messages, à moins que j'ai comme une transaction en cours ou quelque chose d'urgent. Mais j'ai de la misère le matin en me levant comme justement laisser. J'ai entendu l'expression, tu sais, tu as le jeûne intermittent. Oui. J'ai entendu, il y a comme un mois, le cellulaire intermittent. OK. Fait que la fille, elle amenait le concept de dire, moi, mettons, tu sais, c'est des blocs d'heures dans sa journée qu'elle dit, je ne touche pas à mon téléphone. Ben, c'est une discipline. Tu vois, on parle actuellement, puis on ne touche pas à notre téléphone. Donc, c'est une question de discipline. Et longtemps passé, j'ai appris à éteindre la sonnerie de mon téléphone. Je n'ai pas non plus de notification quand quelque chose rentre soit dans les médias sociaux ou un courriel ou un texto. Donc, je dois absolument avoir une intervention physique vers mon téléphone pour pouvoir voir qu'il y a quelque chose qui arrive. Parce que je me suis rendu compte, à un certain moment donné, que j'hallucinais que mon téléphone sonnait. T'hallucines-tu qui vibre des fois dans tes... Non, mais je ne l'ai pas sur vibration. Non, okay. Là. Mais c'est ça. Donc, pas de vibration, pas de sonnerie, rien. De manière à ce que quand je suis avec quelqu'un, je suis vraiment concentré à 100%. Stéphane, je vais te faire une révélation, mais je pense que c'est tellement évident. J'ai pas été diagnostiqué, mais c'est sûr qu'il y a probablement un TDAH quelconque. Genre, c'est pas le premier qui s'assoit dans cette chaise-là qui a un TDAH. Je pense qu'en entrepreneuriat, c'est assez oui, effectivement. Assez donc, puis, comme je disais tout à l'heure, je carbure beaucoup aux idées, à vouloir accomplir puis me dépasser de manière continue. Tantôt, on parlait de l'hygiène de vie, mais là maintenant, depuis lors de mon dernier voyage, j'ai découvert la Polynésie par le biais de mon partenaire. Puis, quand on voyage en Polynésie, bien souvent, on voyage, on est là avec la famille, donc on est à l'île, donc c'est vraiment en mode plus relax et tout ça. Puis, c'est des gens qui sont tellement connectés à la terre, puis pas au bien matériel. Donc, on s'entend, le gars très mercantile, très orienté à faire, on va faire des transactions, on va acheter des nouveaux immeubles, on va rénover, puis louer et tout ça. C'est très différent, c'est vraiment le yang en quelque sorte. Et la dernière fois que j'ai voyagé en Polynésie, j'ai téléchargé une application de lecture. Donc, c'est des résumés de livres qu'en fin de compte, et je me donne la discipline qu'à chaque jour, je dois au moins accomplir au moins une lecture d'un résumé. Et là, combiné nécessairement au podcast, aux multiples podcasts que j'écoute, là, dont le tien. Ben merci, c'est gentil, mais je me doute que tu fais du développement personnel aussi à travers la lecture, les podcasts, puis on a tellement d'outils maintenant. Oui, c'est ça. Mais il y a tellement d'outils, c'est un peu comme les éléments les outils de communication. Il y a tellement d'outils de communication actuellement mais les gens communiquent moins. Ou communiquent moins bien. C'est à l'époque, il y avait le fameux téléphone qu'on prenait quand on voulait avoir une conversation avec quelqu'un. Des fois, ça peut juste se résumer à un texte, mais le texte n'a pas l'émotion. Donc, des fois, le texte, tu peux, toi, l'interpréter dépendant où est-ce que tu es dans ton esprit d'une certaine manière. Puis des fois, ce n'est pas interprété toujours correctement. On ne parlera pas des dérapages qu'il y a sur les médias sociaux. Je m'en vais en politique, donc... tu vas être victime de ça, c'est sûr. Beaucoup de gens qui me disent, écoute, quelle audace as-tu de
de vouloir laisser quand même une carrière en immobilier pour pouvoir aller à la mairie. C'est vraiment le désir de servir. Ouais. C'est vraiment le désir de pouvoir faire la différence. Avant de me présenter ici, j'ai eu l'occasion d'aller dans une résidence pour personnes âgées avec laquelle j'ai eu des super belles conversations. Mais pour moi, c'est ça. Pour moi, là, c'est ça qui m'alimente actuellement. Et c'est ça qui a fait que j'ai décidé de sauter dans l'arène et de dire, écoute, je veux y aller. Je veux faire la différence. Je veux faire la différence pour ma communauté. Je suis un gars qui a grandi, qui est né ici, qui a grandi ici. Tu sais, je me souviens, pour peut-être des personnes qui sont un peu plus vieilles, moi, mes grands-parents habitaient ici à Wrightville, j'allais sur la rue Brodeur à tous les dimanches. C'était comme quasiment religieux là, d'aller chez mes grands-parents. Puis souvent, on se retrouvait au Ponderosa, qui était en fin de compte où est-ce qu'est la station aujourd'hui. Okay. Il y a toute ces changements qui arrivent dans la ville actuellement. Et j'entends aussi beaucoup les citoyens, puis le citoyen veut être de plus en plus consulté et informé. Et ça doit faire partie de la démarche. Est-ce que la démarche va plaire à tout le monde? Non. Parce que si je voudrais plaire à tout le monde, j'irais vendre de la crème glacée. Ça serait beaucoup plus facile. Ouais. Puis probablement, ça me donnerait des calories supplémentaires. Mais... non, je m'en vais là vraiment avec la bonne intention, mais avec énormément d'humilité également. Donc, il n'y a pas l'ego. Ouais, l'ego a été dégonflé quelques années passées. Là, c'est ça. Après 35 ans en immobilier, je pense que tu peux, si tu es encore là, c'est que tu es là aussi pour les bonnes raisons. Ouais. Mais justement, la question que j'ai envie de te poser, parce que tu sais, l'immobilier, comme n'importe quel type de business, c'est très dur. Puis ceux qui perdurent dans le temps, tu sais, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 35 ans, c'est qu'à un donné, il faut être thick skin, là, la peau épaisse parce que tu en manges des coups. Oui. Qu'est-ce qui fait que, parce que tu as l'air encore autant passionné aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu as perduré dans le temps? Bien, je vais dire, c'est 35 ans à faire la même chose. Je suis dans ma 36e année actuellement. C'est comme une relation. Hein? On a tous des relations dans nos vies, que ce soit des relations amoureuses ou des relations avec des amis. Puis à un certain moment donné, bien, il y a des relations qui font du surplace. Puis il y a un élément qu'on appelle la passion. Puis des fois, oups, la passion est là. Puis oups, la passion disparaît. Puis comment tu ramènes la passion? Donc, c'est sûr qu'à un certain moment donné, la passion a diminué à des périodes. Puis après ça, oups, il y a certains éléments qui sont arrivés. Mais il faut apprendre à se renouveler et c'est un peu comme je te partageais tantôt, la question de la lecture, la question des conférences, la question des podcasts. C'est des choses, comment tu vas nourrir un peu comme on s'apprête à faire nos jardins là, dans les prochaines semaines. Ben, le jardin, ben, tu vas mettre tes semences, mais si tu ne l'arroses pas puis tu ne mets pas de fertilisant, il y a des bonnes chances que le jardin, à l'automne, ben, on ne pourra pas récolter bien grand-chose. Donc, si on veut récolter dans notre vie, il faut nourrir cette vie-là, puis il faut lui donner de l'eau, mais il faut lui donner de l'engrais également. Donc, c'est la même chose au niveau de nos relations. Si on veut que nos relations aillent plus loin, puis là, je te parle, puis j'ai des gens en tête en particulier qui ont croisé ma route, qui ont eu des super belles impacts sur moi, puis... Il y a eu un dicton à un certain moment donné que j'ai entendu, c'était « Les gens sont dans ta vie pour une raison, pour une saison ou pour la vie ». Tu sais jamais quand tu croises la personne. Et donc, il y a des gens qui sont là pour t'apprendre quelque chose, puis après ça, vont battre en retraite. Puis... À des moments précis, des fois, tu regardes des gens qui sont passés dans ta vie, puis tu ne le réalisais pas sur le coup, mais là, un an après, tu te dis « cette personne-là est arrivée. » Oui. Puis l'autre élément que je te partagerai également, c'est que parfois, on a tendance à, sur 10 situations qui vont se produire dans une journée, il y en a eu 9 de positifs, ou de positives plutôt, puis une de négative, puis on va avoir tendance à focusser sur le négatif. Puis parfois également, dans notre vie, justement, il va y avoir des gens qui vont se pointer dans notre vie, puis on va se dire, pourquoi j'ai été à ce moment-là, que j'ai rencontré cette personne-là, que j'ai agi de cette manière-là, et qu'il y a eu des conséquences qui peuvent être quand même, je ne veux pas être alarmiste, là, mais désastreuses, ou qui ont un impact vraiment majeur. Chaque expérience qui nous arrive dans notre vie arrive pour une raison.
il y a un apprentissage qu'on doit en faire. Puis, tu sais, je ne veux pas paraître plus sage que je le suis, là, mais moi, je dis toujours, plus que ça fait mal, plus que tu as besoin d'apprendre. Mm-hmm. Donc, et entre toi et moi, moi, dans mon cas, j'ai eu des expériences qui ont été hyper douloureuses, qui m'ont vraiment fait descendre, vraiment à remettre en question la personne que je suis, mon mode d'opération, mon tempérament, mon comportement, de la manière que j'agis avec les gens et tout ça. Mais je peux te dire que je remercie aujourd'hui que ces expériences-là me sont arrivées parce que je suis la personne aujourd'hui que je suis et avec ce bagage-là. Parce qu'on ne peut pas arriver à 30, 40, 50 ans puis ne pas avoir de bagage. OK, il y a des gens qu'on va dire qui voyagent plus léger que d'autres, mais on est les personnes qu'on est aujourd'hui justement grâce à ces expériences-là. Mais c'est pas tout le monde qui apprend de... Tu sais, puis je sais pas, tu sais, les périodes plus difficiles que tu as vécues, tu sais, j'en ai vécu aussi, mais les gens qui sont capables de se relever de ça, puis de prendre ça comme du gaz pour carburer, bien, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Il y en a qui vont s'apitoyer puis faire... Fait que, tu sais, si toi, tu as réussi à te lever de ça, vivre ces expériences-là, apprendre, puis après ça, justement, devenir la personne que tu es, d'être plus fort, mais ça demande de la résilience. Oui, mais je te partagerais que la lecture, les podcasts, comment on est entouré, c'est quoi notre groupe d'influence autour de nous? Parce que, encore une fois, j'ai lu à quelque part qu'on est le résultat des 5 personnes qu'on fréquente. Donc, c'est qui les 5 personnes qui sont autour de toi? Puis, dans ma vie, j'ai eu l'occasion de monter, de tomber, de remonter, de retomber. Puis, c'est drôle, quand tu tombes, c'est là où ces gens-là, les gens qui ne sont pas partis à la course parce qu'il t'est arrivé une bévue, mais qui sont restés là puis qui t'ont, en bon québécois, qui t'ont ramassé, puis qui ont fait « Non, regarde, tu vas te refaire, puis aie confiance en toi, puis ça va bien aller. » Donc, ces gens-là, pour moi, j'ai une gratitude et un respect incommensurable par rapport à ces personnes-là. Puis, quand tu remontes, mais il faut que tu ramènes également ces personnes-là avec toi. Donc, moi, les gens qui ont été là, puis peut-être que je pourrais avoir un meilleur comportement encore davantage parce que c'est jamais assez, là. Je veux toujours en faire davantage. Donc, mais je regarde des gens qui ont resté dans ma vie, justement... je parle de Katia, justement, puis j'ai elle dans ma tête aujourd'hui, avec laquelle j'ai énormément de respect et énormément de gratitude. Puis, tu sais, juste d'être assis avec toi aujourd'hui, je me sens choyé. Mais comment on amène nos gens avec nous? Comment nous, on se développe, mais comment on développe les autres personnes autour de nous? Parce que dans cette vie-là, à la fin... c'est l'impact qu'on va avoir eu sur les gens autour de nous qui va être le plus important. C'est pas la voiture que tu vas avoir conduit ou les 28 voitures que tu as dans ton garage, puis la grosse maison, puis tout le matériel, puis l'argent, puis tout ça. Ça t'amène pas ça avec toi dans un cimetière. Mais l'héritage, pour moi, c'est l'impact qu'on va avoir laissé sur les gens autour de nous. Comment on va avoir laissé les gens et comment ces gens-là vont se sentir un coup qu'on n'est plus là. Donc, pour moi, c'est ça l'héritage et c'est là-dessus que je m'applique actuellement à travailler. Que tu travailles. Ouais. C'est plein de sagesse, Steph. Moi, quelque chose, une phrase qui me revient des fois quand, pas nécessairement quand j'ai des décisions à prendre, mais une phrase qui me traverse l'esprit des fois, c'est qu'est-ce que les gens vont dire à mes funérailles ou qu'est-ce que je veux que les gens disent à mes funérailles. Puis justement, tu fais l'allusion, puis on est dans un milieu où est-ce que ça peut être très le matériel ou tu parlais de chars de maison. Moi, je pensais à nos trophées qu'on a. On ne va pas amener nos 15 trophées dans notre... Mais justement, l'impact. Puis qu'est-ce que le monde va dire? C'est quoi? J'essaie de me ramener à ça des fois pour... Mais il faut rester très groundé. Donc, c'est correct les trophées. C'est correct de carburer aux performances et tout ça. Mais tantôt, je te parlais de l'impact que... C'est ça, mon petit-fils, ma petite-fille a dans ma vie. Puis, c'est quand mon fils m'appelle puis il me dit « Hey, veux-tu venir souper? » Puis je fais comme « Oui, attends une minute, je vais juste... Laisse-moi regarder l'agenda. » Puis, il n'y a pas de
oh non, je suis fatigué, ça me tente pas. Non, go, vas-y. Puis donne-toi un coup de pied dans le derrière, puis provoque également ces événements-là pour justement moi, j'ai le plaisir je donne le bain à mon beau Liam, puis je l'aide à manger, puis donner le biberon à Béatrice. Pour moi, c'est tellement exponentiel comme bonheur. Mais je suis en complet habituellement, puis je vais m'en aller à terre, puis je vais essayer de... Je vais jouer à je t'attrape, là. Ouais, donc, mais ça, c'est des éléments que j'essaie de récupérer du temps où peut-être à un certain moment donné dans ma vie, j'étais moins présent quand j'étais plus jeune parce que justement, j'avais ce goût de vouloir réussir et cette course-là à vouloir en accomplir davantage. Puis là, aujourd'hui, je suis à une étape où, au niveau de ma production comme courtier, j'ai des meilleurs résultats. Puis j'ai l'impression que je cours moins. Et d'un autre côté, j'ai tellement des beaux clients, là. Honnêtement, là, j'ai tellement des beaux clients, là, des belles personnes, puis des belles conversations avec des gens, puis des gens qui t'envoient un message, puis as-tu 5 minutes, j'aurais besoin de te parler, puis le 5 minutes, ça finit 25 minutes. Là. Ouais. Donc, mais des gens qui t'accompagnent. Parce que faire une transaction immobilière, c'est tellement plus que mettre un panneau devant la propriété, puis faire 3-4 papiers. Puis oui, il y a des transactions, dans la période de la pandémie, il y a des transactions qui sont allées super rapides. Mais là, on revient plus à un marché où est-ce que on a un peu plus de temps pour parler avec les gens, pour cheminer avec les gens. Donc, malheureusement, ça ne se vend pas aussi rapidement que nos clients voudraient, mais c'est la part des choses. Ce marché-là va revenir, peut-être pas aussi fou, mais la rapidité du marché, il n'y a rien de permanent. C'est des cycles. Il n'y a rien de permanent dans la vie. 30 quelques années, des cycles. Et ça, c'est un peu le message, dans le sens où on parlait, on a eu des expériences, les deux, puis il faut juste, c'est la personne qui nous écoute, qui se dit, écoute, moi, je vis une période qui est difficile, parce qu'on en a tous des périodes difficiles, là. C'est juste de ne pas abandonner, puis de juste se dire qu'il n'y a rien de permanent dans cette vie-là. Donc, il n'y a rien qui est fini, là. Tant que tu n'as pas décidé que c'était terminé, il n'y a rien qui... Il y a toujours de l'espoir. Tant que tu vas nourrir cet espoir-là, tu as la possibilité de t'accomplir, d'aller plus loin. On parlait tantôt de certaines transactions qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Puis... on a un ami commun d'une transaction, puis je lui disais, il me disait, pourquoi tu n'as pas fait cette transaction-là? Puis je lui dis, j'ai dit, des transactions, là, j'ai dit, on va tourner le coin de la rue, là, il va en avoir un autre. Ouais. Il va en avoir une autre opportunité. Donc, si on est dans cet esprit d'abondance, merci, si on est dans cet esprit d'abondance, il y a toujours quelque chose de supplémentaire, quelque chose d'autre qui va nous arriver. Puis, il faut juste garder cet état d'esprit-là qu'on est dans l'abondance. Donc, si je te donne de l'amour, si je suis gentil avec toi, peut-être que ce n'est pas toi qui va me le remettre, mais peut-être que ça va être quelqu'un d'autre dans ma journée ou dans ma semaine que je vais croiser qui finalement va prendre soin de moi ou va me dire ce petit mot réconfortant-là. Et je sais que ça peut paraître un peu lunatique ou lunette rose ou peu importe la manière qu'on va l'identifier, mais c'est si tout le monde, on serait plus... justement dans cette abondance-là, c'est juste ramasser un papier qui traîne sur le trottoir pour le mettre dans une boîte poubelle, saluer quelqu'un qu'on croise sur la rue, un inconnu qu'on ne connaît pas, juste lui dire bonjour. Puis peut-être cette personne-là, ça va être le seul bonjour qu'elle va avoir dans sa journée. Peut-être que la personne ne te répondra pas. Peut-être que la personne ne te dira pas merci quand tu vas avoir ouvert la porte. Mais moi, j'ai comme principe de on va juste le faire. Tu le lances dans l'univers. Tu le lances dans l'univers, puis finalement, ça te revient. Ouais. Ça te revient des fois beaucoup plus gros que qu'est-ce que tu le prévois ou qu'est-ce que tu l'anticipes, mais il ne faut pas que tu le fasses. Je vais faire ça parce que je vais avoir ça. Ouais. Non, fais juste le faire. Fais juste le faire. C'est pas difficile là, de se passer puis de ramasser le papier puis de le mettre dans la boîte à déchets. Ouais. Puis c'est pas difficile de juste croiser quelqu'un
qui a peut-être l'air un peu croche, pas croche dans le sens où il est peut-être pas, il est peut-être pas habillé avec un complet, puis avec une chemise, puis super clean, puis tout ça, mais de juste croiser la personne puis de dire, bonjour, je vous souhaite une belle journée, puis juste le voir le regard de la personne qui est juste comme ébahi que quelqu'un lui parle. Elle va faire rester bête. Oui, effectivement. Donc, dans quel genre de société qu'on veut aller. Puis, moi, je suis beaucoup dans... Je crois beaucoup en ça, en justement cette abondance-là, à être généreux envers les gens. Puis à partir de là, mais c'est ça crée des belles relations. Ouais. T'as-tu une... Parce que tu peux l'avoir dans le positif aussi. Si tu fais des bonnes choses, le bon va t'arriver. Tu peux le faire dans le négatif. Le karma, ça marche des deux côtés. Ouais. Puis je pense à une situation que j'ai où est-ce que avec un client, là, puis là, bon, je ne rentrerai pas dans l'histoire. Là, ici, là, une affaire de peut-être poursuivre pour une rétribution, puis tout ça. Puis là, je me posais la question hier, est-ce que je vais pour la poursuite? Ben, pas la poursuite, mais pour aller chercher ma rétribution. Puis là, je pensais à ça hier, puis j'étais comme, non, ça ne me tente pas de traîner ça, puis on sait que ça peut prendre des années avant que ça se règle. Ça ne me tente pas de traîner ça, puis je suis comme, le karma va s'occuper de ce dossier-là. Puis moi, j'ai juste le goût de lâcher prise, puis passer à d'autres choses, puis tourner la page. Oui, parce que sinon, c'est pas le... C'est drôle parce qu'on avait une petite discussion tantôt dans l'escalier par rapport à ça. C'est pas... C'est le matin, là, donc tu as fini ta routine de matin, donc là, tu pars, tu es habillé, tu es dans ton véhicule, tu t'en vas soit à un rendez-vous, tu t'en viens à l'agence. Donc, là, tu es dans le play, tu es vraiment dans ton élément, tu travailles et tout ça. Donc là, après ça, tu reviens à la maison le soir, tu as ton repas, tu es avec soit tes amis ou peu importe avec qui tu partages ton repas. Puis là, à un certain moment donné, mais tu vas te coucher, puis, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'est 5, 4, 3, 2, 1. Le spectacle est terminé. Mais par contre, ça va m'arriver dans la nuit à me lever pour aller à la salle d'eau. Puis par la suite, là, je reviens me coucher et là, le party est pris dans ma tête parce que là, oups, il y a mille et une situations. Donc, est-ce que tu veux que tes pensées soient habitées par ça ou tu veux tout simplement que, non, ça soit du positif? De toute façon, il va y en avoir du négatif qui va rentrer, là. Veux pas, on est tous humains puis on a tous des pensées, soit que je suis pas capable ou je suis pas, j'aurais dû faire ça ou j'aurais dû regarder la situation de cette manière-là ou arriver avec telle solution. Donc, le moins qu'on est capable d'en garder de négatif, de justement le tasser puis dire, écoute, regarde, je continue ma voie, puis un peu comme tu dis, ben à ce moment-là, excuse-moi, l'univers s'en chargera. Oui, exact. L'impression que j'ai de toi, c'est quelqu'un qui est assez, mettons, qui est capable d'en prendre, dans le sens que tu te laisseras pas, je te sens solide, puis tu te laisseras pas aller dans les émotions, qu'il n'y a pas grand-chose qui peut t'affecter. C'est un peu l'impression que j'ai, peut-être que écoute, je me trompe. Honnêtement, je suis un gars hyper émotif. Ouais. Hyper émotif. Il y a des éléments dans ma vie dans lesquels il y a des personnes dans ma vie aussi que j'ai comme un amour inconditionnel. Ouais. Mais j'essaie de me donner une certaine barrière de protection sur des choses. En affaires, peut-être. Oui. Politique. Oui, mais c'est ça. Et pour les gens qui peuvent être méchants juste gratuitement, là, parce que il y a beaucoup de gens qui sont très forts derrière un clavier, je dirais, est-ce que c'est quelque chose que vous auriez une conversation comme ça avec vos enfants ou avec vos parents, de un? Est-ce que vous traiteriez les gens de cette manière-là? Et de deux, est-ce que vous aimeriez, vous, comme individu, recevoir ce genre de message-là? Ça, c'est encore plus puissant. Et l'autre élément, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour aider votre communauté, pour aider votre ville, pour aider vos voisins? Ah, mais c'est pas de ma job, c'est pas ma responsabilité. Je paye des impôts, je paye des taxes pour ça. Ouais, mais non, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça marche, ouais. Donc, si tout le monde met l'épaule à la roue, ben, en fin de compte, ça va mieux aller. Puis, dans les consultations citoyennes, ben, qu'on soit présent, puis c'est là où on a un canal de communication pour faire changer les choses. Donc, et pour influencer les priorités de nos gouvernements. Donc, impliquez-vous. Amener des solutions. Derrière un clavier chialé ou
invectiver des gens de peu importe quel sobriquet qu'on va vouloir choisir, c'est correct si c'est votre tasse de thé. Mais je crois que votre énergie est encore là pour être canalisée de manière beaucoup plus positive, beaucoup plus constructive si les gens s'investiraient dans les opportunités qu'ils ont de pouvoir avoir un impact au niveau de leur communauté. Et l'ensemble de la société s'en porterait beaucoup mieux. Oui, bien là, c'est une minorité de personnes qui pensent. Mais je te dis, des fois, j'ai ce genre de rêve où est-ce que qu'on soit tous des agents de changement, puis à un certain moment donné, ça commence par toi, ça commence par moi, ça commence par nous tous, puis il va juste savoir, moi, j'ai appris qu'il y a des jeunes philanthropes. Ouais. Quelle belle initiative! Des jeunes philanthropes de l'Outaouais. Quelle belle initiative en 2024 qu'on a des jeunes qui s'intéressent à la philanthropie. Quand on a tendance, quand on écoute les médias ou qu'on lit et tout ça, puis on est dans une société, c'est des enfants rois et tout ça. Puis là, oups, tout à coup, il y a des philanthropes qui sont jeunes, qui veulent aider leurs prochains. Bien, ça, c'est un beau geste qui va dans la bonne que je crois qu'il va dans la bonne direction, puis on est en mode solution. Donc, comment on est tous capables de se fédérer ensemble, puis ensemble, on est capable de réaliser de super belles choses. Donc, le centre-ville, les cœurs de quartier, la rue principale à Elmer, l'avenue de Buckingham à Buckingham dans l'Est, la rue Notre-Dame, mais c'est pas ma rue, c'est notre rue, c'est notre ville. Donc, si on veut que Gatineau devienne une belle grande ville, une ville rayonnante, puis accueillante, bien, on a tous besoin de mettre l'épaule à la roue. C'est facile de pointer, mais souvent, quand on pointe, il y a un doigt qui pointe vers l'individu qu'on veut accuser, mais il y a 4 autres doigts qui pointent vers nous. Donc, est-ce qu'on est la solution ou on est le problème? Donc, moi, je m'en vais en politique pour justement faire partie de la solution, mais faire partie de la solution avec les citoyens et de manière indépendante également. Je tiens à le rappeler. Nice. Je me sens comme un journaliste là, qui s'en va à Radio Cannes. Non, mais c'est très cool. Puis je savais évidemment qu'on allait parler de ça. Mais j'ai le goût de te ramener un peu plus vers l'immobilier. Oui. J'ai comme l'impression, moi je suis un nouveau courtier, ça fait 4 ans, pas tout à fait 4 ans que je suis en immobilier, mais j'ai comme l'impression que c'est une période peut-être de changement. J'ai comme l'impression qu'il y a des changements au niveau de l'immobilier qui s'en viennent, peut-être dans la façon qu'on fait les choses. Tu as sûrement vu le settlement qu'il y a eu aux États-Unis par rapport aux rétributions. On se dit est-ce que ça va arriver au Québec? Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, googlez ça, NAR Settlement, là, vous allez avoir tous les détails. Mais peut-être une nouvelle façon, surtout pour les rétributions. Courtier immobilier, on a quand même été écorché dans les dernières années. Bien, on est passé dans une période, on s'entend avant la période pandémique. Le marché allait très bien, là, on s'entend. Là, d'année en année, on battait des records au niveau du nombre d'unités vendues par mois sur mois et tout ça. Et là, la pandémie est arrivée. Et moi, le premier, quand la pandémie est arrivée, j'ai pris un peu panique en me disant « Oh mon Dieu, ça va arrêter, il n'y aura plus de transactions, c'est comme les gens déménageront plus, on est confinés. » Et ça a été complètement à l'inverse. Dieu merci, j'ai pas vendu rien. Donc, dans mon jeu de Monopoly, là, j'ai tout gardé mes cartes. Puis, j'ai continué à faire des acquisitions. C'est ça, donc nécessairement, il y a eu cette période faste-là. Et un peu comme quand tu as trop bu un soir, l'alcool rentre à flot et tout ça. Le lendemain, on a un peu comme un lendemain de veille. Donc là, on a eu un peu une année 2023 plus difficile, un peu un réveil un peu plus brutal. On s'entend, il y a eu l'augmentation des taux d'intérêt. Et là, je disais tantôt, justement, une possible baisse des taux d'intérêt à partir de juin. Donc, il y a de la lumière au bout du tunnel. L'inflation commence à être mieux contrôlée également. Donc, mais par contre, on se retrouve dans il y a des problèmes au niveau de la société très importants, au niveau de la question de l'habitation. Donc, il faudra regarder ça avec un nouveau spectre. Je ne dévoilerai pas toutes mes cartes,
mais restez à l'écoute. Puis j'ai de bonnes idées là-dedans. Je pense que j'ai peut-être un background en immobilier qui est intéressant. Ça, je suis convaincu. Je suis convaincu donc, de ça. Les chiffres sont là. Il y a clairement une pénurie de logements à grandeur du Canada qui ne se réglera pas en... Non, on n'est pas loin. On n'est pas avec d'avoir un marché d'acheteurs. Non, effectivement. Ben, il y a certains... Moi, je dis que dans certaines catégories de propriétés, on a un marché beaucoup plus équilibré. Dans le plus haut de gamme, c'est un marché qui est plus équilibré que dans des propriétés plus abordables. Dans le condo, peut-être aussi, maintenant. Oui, effectivement. Mais là, il y a eu, comme dans le dernier mois, beaucoup plus de nouvelles propriétés qui sont rentrées dans le marché. Donc, ça va peut-être changer le rapport de force. Mais encore là, il faudrait avoir des dizaines et des dizaines de milliers d'unités qui soient construites avant que vraiment il y ait une espèce de rattrapage qui puisse s'effectuer. Et aux détracteurs qui vont dire « Ah, c'est des gars d'immobilier, c'est sûr qu'ils vont parler d'immobilier puis ils vont en parler favorablement », c'est sûr que d'un autre côté, on a besoin d'avoir plus de mise en chantier. Plus de mise en chantier, plus d'inventaire va faire nécessairement une certaine pression au niveau des prix. Donc, on s'entend, les loyers ont augmenté beaucoup, très rapidement. Même moi, j'en suis un des premiers surpris. Mais avec plus d'inventaire, justement, ça va un peu venir encadrer les augmentations. Pas les encadrer, mais laisser au libre marché la possibilité, justement, de limiter les augmentations de prix. Puis comme société, on a peut-être besoin de se poser des questions à savoir est-ce que c'est normal qu'une personne habite dans une maison de 2000-2500 pieds carrés tout seul. Donc, il faudrait peut-être arriver avec des solutions et voir il y a plusieurs solutions. Il n'y a pas juste une solution, il y a plusieurs solutions. Mais pour revenir à la question du courtage, oui, ce qui se passe aux États-Unis est préoccupant. Ce qui se passe au Québec est également préoccupant dans le sens où, au Québec, si je ne me trompe pas, là, on est autour de 20 000 courtiers. Je n'ai pas le décompte exact. On était plus dans les 16 000. 16 000? OK. On est une gang. Oui, ça fait bien du monde à la messe. Donc, il y a toute la question également, il y a la question de ce qui s'est passé avec la National Association of Realtors aux États-Unis, avec la question du contrôle sur les honoraires de commission, puis les taux qui sont versés aux courtiers collaborateurs. Ça, c'est sûr, ça va faire des petits au Canada, c'est certain. Il y a certains dossiers au niveau du tribunal de la concurrence là, qui est ouvert par rapport à la liberté d'échanger les données, par rapport les données que les courtiers détiennent, par rapport au prix vendu, au nombre de jours sur le marché. Et tout ça, il y a eu déjà un jugement qui a été fait du côté de l'Ontario. Ils veulent que ça devienne accessible au grand public, les comparables, au grand les public délais de vente, également, mais également que les données que les courtiers entrent dans le système de collaboration soient également accessibles à des tiers qui ont des solutions, notamment les fameux CRM, là, les gestionnaires de relations clients. Donc, il y a certains franchiseurs qui ont peut-être des pas en avant, parce qu'on s'entend, on n'est pas tous, c'est pas tous des réseaux à armes égales. Il y a certains réseaux qui sont plus populaires ici au Québec, mais ailleurs en Amérique plus faibles, puis des réseaux qui sont plus forts en Amérique puis plus faibles ici. Ouais. Donc, ça va être intéressant de voir le brassage de cartes de ce côté-là. Mais moi, ce que je vois également beaucoup, la profession beaucoup évolué, c'est beaucoup au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau du support courtier, les suivis. Ici au Québec, on a, et là je suis en train de faire la promotion de notre organisme d'autoréglementation, mais on a justement un régulateur dans le marché qui est très proactif, très présent, on s'entend, qui remet beaucoup de responsabilités au niveau des dirigeants d'agence, au niveau des courtiers. Donc, on parle de l'OASIC. De l'OASIC, effectivement. Donc, il y a quelque chose là qui est intéressant. Mais j'ai hâte à voir qu'est-ce qui va se passer avec la profession. Parce que je ne pense pas que la menace vient de l'extérieur. Je pense que la menace est à l'intérieur. Ouais. Est à l'intérieur. Parce qu'avec tous les éléments qui se passent en Amérique du Nord actuellement, parce qu'on est à peu près le seul marché Canada-États-Unis qui est un marché contrôlé. Donc, si on regarde ailleurs, en France, il n'y a pas de système de collaboration. Donc, le client... Comme de centriste, de realtor. Ça n'existe pas. Donc, en France, aux États-Unis, c'est quoi, Zillow qui utilise? Non, c'est Tenor.
qui faisait office de centralisateur. Puis Zelo, c'est un... C'était ça leur MLS? Oui. Qui est un peu comme notre... Oui. Fait que, puis, ils ont des chambres immobilières. Je pensais que c'était un peu comme l'ACI, mettons, là, ou le... Non, le NOR, en fin de compte, venait contrôler un peu la joute. Puis à l'intérieur de ça, là, tu avais des chambres immobilières, mais tu as des systèmes IDX qui permettent justement à une agence X d'avoir l'ensemble de l'inventaire disponible sur MLS. Tandis qu'ici au Québec, on n'a pas cette possibilité-là. Tout est centralisé sur Centris. Ça veut dire que si vous allez sur le site de l'agence immobilière ABC, mais les propriétés qui sont à vendre avec XYZ ne sont pas là. Mais là, on va arriver dans cette déréglementation-là dans les prochains mois. Fait que là, le choix de la bannière, mettons pour un client qui dit, moi, je vais choisir un courtier de KW parce que vous avez peut-être plus de visibilité au Québec qu'une agence XY qui en aurait moins. Oui, c'est ça. Fait que là, tout va se jouer au niveau des outils technologiques. Donc, l'ajout technologique va être hyper importante. Puis, au niveau du courtier, son choix d'agence va être beaucoup basé en fonction de c'est quoi la technologie qu'on est en mesure de supporter. Donc, il y a beaucoup de choses. Ça bouge beaucoup, là. Peut-être des plus petites agences, des plus petits joueurs qui ne suivront peut-être pas. Ça va devenir difficile. Puis à un certain moment donné, 10 ans passés, on voulait une agence indépendante. Puis on a décidé justement de joindre le réseau KW justement dans le but de pouvoir bénéficier de tout la visibilité, mais également tous les systèmes. Donc, pour nous, ça, c'était notre plan de match. Je suis satisfait aujourd'hui du choix que j'ai fait. Puis là, nécessairement, je suis excité par rapport à ce qui s'en vient dans les prochaines années. Mais avec l'œil sur la mairie, je te confirme, moi, que à partir du 9, élu maire de Gatineau, ça veut dire le 9, c'est ma référence au niveau du courtage. Puis d'immobilier. Donc, l'immobilier concentré en 100% au niveau de la mairie. Tu vas garder ta licence? Je vais garder mon permis en vigueur, mais pas pour faire de transactions, mais on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réservera dans le futur. Mais c'est ça. Donc, on a déjà un plan de match établi dans lequel, au niveau de mes actions, ma part dans l'agence qui va devenir le nouveau patron, est déjà là. Oui, c'est ça, exact. C'est ça. Parce que là, tu as une équipe aussi à l'intérieur de l'agence. Oui, et j'ai mon fils également qui est en train de faire sa formation de courtier. Donc, Alexandre, oui, qui va revenir sur le terrain comme courtier. Oui. Prendre la relève. Prendre la relève un peu. Oui, définitivement. Puis tu reviendrais-tu au courtage éventuellement? Écoute, honnêtement, moi, mon objectif, c'est de faire le 16 mois pour qu'on comprenne. La mairesse précédente, Mme Bellil, a remis sa démission en février. Donc, l'élection du 9 juin va être un mandat de 16 mois seulement parce que les élections maintenant sont à date fixe. Donc, il y aura une élection à l'automne 25. Jusqu'à la fin du 4 ans. Oui, effectivement. Et après ça, là, il va y avoir un autre 4 ans. Donc, mon plan de match, moi, c'est de faire cette période de 5 ans et demi. Là. Donc, dans 5 ans et demi, je vais arriver à 60 ans. Donc, peut-être que les plans vont être différents rendus à ce moment-là. Mais actuellement, c'est mon plan de match que j'ai en tête. Là. T'as-tu des... moi, c'est rare, j'écoute les nouvelles, je lis pas les journaux. Là, fait que, des fois, tout le monde en parle. Là, j'ai vu l'entrevue justement de France, de l'ancienne mairesse. T'as-tu des craintes par rapport au poste de maire, au travail? Y a-tu des choses qui te... c'est sûr que... Pas qui te font peur, mais des appréhensions, mettons? Je pense que ça va être beaucoup dans l'entourage, donc qui va être dans ma garde rapprochée au niveau de la mairie. Comment on va pouvoir bâtir un cabinet qui est fort autour de moi, parce que je ne pense pas que moi seul, je vais faire le travail. Ça va être une collaboration avec des gens. Collaboration également avec les gens qui sont élus, donc aux différents conseillers municipaux, qui soient ou non du parti politique. J'ai eu l'occasion dans les dernières semaines, c'est déjà démarré, là. Donc, moi, j'entretiens des relations. Stéphane, j'étais président de la Chambre de commerce pendant 3 ans et demi. Mon rôle était de défendre la voix des entrepreneurs, particulièrement au niveau du politique. Mais dans mes interventions, j'avais toujours un intérêt citoyen
Pourquoi? Parce que si le citoyen est bien représenté puis que les décisions, on le fait avec le citoyen en tête, ça va servir les entrepreneurs. Donc, on va arriver à notre objectif. Si mon citoyen n'est pas servi correctement, ben, il n'ira pas fréquenter les entreprises membres de la Chambre, puis nécessairement, bon, on n'arrive pas à nos fins. Qui est comme la collaboration entre courtiers. Oui, effectivement. C'est la même chose. Effectivement. Donc, et tu sais très bien, tu sais aussi bien que moi que parfois la collaboration avec courtier, il y a des courtiers que c'est super agréable. La transaction est difficile, mais la collaboration avec les courtiers, c'est super agréable. Puis tu as des courtiers que tu sais déjà au départ que ça risque d'être difficile. Ça va être difficile, cette transaction-là, parce qu'on est beaucoup dans le pointage. Donc, moi, je préfère y aller de manière très positive en ayant la vision d'un agent de changement. Je sais que je me mets une couche un poids supplémentaire sur les épaules, mais actuellement, j'ai énormément de plaisir dans ce que je fais. D'aller rencontrer les citoyens, d'aller donner des poignées de main, d'échanger avec les gens sur les projets de la ville, sur les orientations de la ville, d'avoir vu les projets de l'autre côté de la table, comme intervenant au niveau de la Chambre de commerce, me permet d'avoir une perspective peut-être différente de certaines personnes là, qui sont sur la ligne de départ. Puis l'autre élément, j'ai la réputation d'être un gars qui est relativement proche de mes sous, là, pour ne pas dire cheap. Donc, mais j'ai tendance à faire attention à mes dépenses. On s'entend, on est une entreprise. Donc, quand moi, je mets la clé dans la porte de mon commerce le 1er du mois, j'ai des frais fixes qui sont là, que j'ai des transactions ou que je n'ai pas de transactions, il y a des frais fixes. Donc, et je veux arriver avec cette même vision-là au niveau de la ville. Donc, est-ce qu'on est obligé de faire des grands endettements au niveau de la ville, au niveau de nos infrastructures? Il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la ville. Il y a beaucoup de projets qui n'ont pas été accomplis, peut-être par manque de volonté ou peut-être par opportunisme à dire, écoute, non, je vais faire des choses qui sont plus populistes, qui vont me rapporter des votes. Donc, ça, pour moi, toute la question des dépenses, ça me préoccupe énormément. La performance également, le moral des employés de la ville me préoccupe énormément. Parce que si on a des employés qui sont heureux, qui sont épanouis, ils vont donner leur 110 %. Donc, comment on est capable d'entretenir des relations cordiales avec nos fonctionnaires municipaux pour justement les aider? Comment on est en mesure de regarder des situations, pas justement où on est en train d'interpeller les gens en les blâmant, mais plutôt en essayant de voir quelle est la solution. On sait que tout ce qui est les permis d'affaires, les permis de construction, c'est difficile. La question des zonages, la question des plans particuliers d'urbanisme. On sait qu'il y a un plan particulier d'urbanisme du côté d'Elmer, il y a celui de Gatineau, secteur Notre-Dame, il y a celui de Buckingham, il y a celui du centre-ville qui s'en vient. Ça va tout être des belles tribunes où on va pouvoir avoir des conversations avec les citoyens. Pas des conversations agressives, je tiens à le rappeler. Ouais. Moi, je suis en mode écoute quand les gens sont polis et sont respectueux. Quand les gens ne sont pas polis, ne sont pas respectueux, j'ai tendance à mettre la switch à off puis à juste vouloir changer de station. Donc, moi, je m'en vais là pour justement construire puis développer, mais en ayant le citoyen, en ayant, j'en paye des taxes municipales, je sais c'est quoi, et quand on paye, on en paye toujours trop. Donc, comment on est en mesure justement de pouvoir rouler une ville comme une entreprise en faisant attention aux dépenses, avoir des employés heureux, puis avoir des citoyens heureux et engagés. C'est une excellente réponse. Une excellente réponse de politicien. Mais moi, quand j'ai vu l'annonce, ça fait quoi, une semaine peut-être, ça a été annoncé? 10 jours peut-être. 10 jours? Oui, là, on enregistre ça, on est le 10 avril. Bonne fête, maman, en passant, c'est la fête à ma mère aujourd'hui. Fait que maman, bonne fête. Bonne fête à vous. À Francine. Bonne fête, Francine. Mais quand j'ai vu une photo en passant de toi et ta maman sur Facebook. Pas aujourd'hui, là, ça date de quelques semaines passées. Une madame qui était dans les souvenirs. Oui, puis je sais qu'elle a eu un grand impact pour toi dans ta vie. Mais tu parlais de garde rapprochée puis de gens qui étaient là quand ça allait moins bien. Quand ça a été moins bien. Puis ma mère, elle était là depuis jour 1, c'est sûr. Mais
Mais très, très, très privilégié. Ouais. Puis là, 69 ans, puis tu es encore en super bonne santé. Prends-en soin. Prends-en soin. Parce dirait... quand on a tendance à manquer les gens quand ils ne sont plus là. Ouais. Donc, moi, j'ai eu le malheur d'avoir perdu mes parents, donc je te dis, profite-en. J'ai eu quelques petits signes de la vie récemment, on dirait, de comme, tu sais, prendre du temps avec les gens justement pendant qu'ils sont là, parce que la santé, ça peut arriver. Tu sais, j'ai un cousin qui est décédé, je pense que j'en ai parlé à l'autre épisode. Il était pas malade, arrêt cardiaque, bang, chez eux, dans son salon. C'était fini en 5 minutes, tu sais. Il avait 52 ans, fait que tu te dis comme, hey, ça peut, la vie, elle peut arrêter vite. Fait que j'ai comme plein de petits signes de même en ce moment qui me disent que je suis chanceux d'avoir des parents qui sont encore en santé. Mais tout ça pour dire que quand j'ai vu l'annonce, on dirait que je n'étais pas surpris. J'étais comme, ça fait du sens. Je crois que ça faisait du sens que tu te présentes en politique. J'étais comme, il serait bon. On dirait que pour moi, ça n'a pas été comme une... Ah ouais, ça sort de... Ça fait ça fait du sens. Mais toi, est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête depuis longtemps ou c'est arrivé un peu avec la démission de... C'est sûr que la question politique a toujours flotté dans mon esprit, le désir de servir. Premièrement, tu ne fais pas un travail comme un courtier immobilier si tu n'as pas le goût de servir les gens, si tu n'as pas le goût d'aider les gens. Tu fais pas ça pour l'argent? Oh mon Dieu. Je pense qu'on pourrait faire d'autres choses. Ouais, c'est ça. Qui serait plus payant puis moins stressant. Ouais. Non, vraiment pas. La partie pécuniaire, je pense que la vie m'a super gâté. Je suis un papa, moi, de 3 enfants, grand-papa de 2. Financièrement, je suis dans une situation où je me considère quand même très choyé, très privilégié. J'ai eu l'occasion de faire des bons placements immobiliers. Là, je suis à l'étape dans ma vie où est-ce que, c'est un peu la théorie de Maslow, là. Donc, je suis beaucoup dans l'accomplissement. Mais je suis également, j'ai pas la tête dans les nuages, dans le sens où je suis hyper préoccupé par la question de l'itinérance qu'on a à Gatineau. Un phénomène qui me préoccupe particulièrement. Ça se peut-tu qu'il y en ait, hors sujet peut-être, mais ça se peut-tu qu'il y en ait une couple qui soit comme partie? On dirait qu'il y a bien moins de tentes qu'il y avait. Là, non, il y en a. On s'entend, là, la température. Le ménage du printemps, la température est peut-être plus clémente. Mais moi, je vois l'itinérance en 3 volets. Il y a des gens qui ont choisi d'être dans la rue. Et ça, je respecte ce choix-là. Il y a des gens qui sont dans la rue puis qui ont peut-être des problèmes de santé mentale, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'avoir un coup de main, qui ont besoin d'avoir une main tendue. Puis il y a les gens qui se retrouvent à la rue contre eux, dans le sens où il y a eu des choix qu'ils ont fait, il y a eu des fréquentations ils ont fait des choix de vie là, qui a fait que ça a changé, soit une maladie, une perte d'emploi ou peu importe. Puis ces gens-là sont à la rue actuellement. Donc moi, ces 2 catégories-là, je veux les aider. Je veux trouver des moyens de comment on peut les aider à s'en sortir. Et je ne crierai pas haut, puis je ne ferai pas de grandes déclarations, puis de crise et tout ça. C'est pas moi. Mais il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution, comment les aider. Il faut également, si on veut rendre une ville plus belle, plus grande et tout ça, ben c'est pas beau que ce qu'on voit à Ghertin actuellement. Ouais. Puis je suis pas fier de ça comme Gatinois. Puis je me dis, qu'est-ce que nous, on peut faire pour faire qu'on aide ces gens-là, puis à quelle porte on a besoin d'aller cogner. Puis, donc, je suis beaucoup dans cette vision-là, dans cette perspective-là. Puis comment travailler justement avec le GIT qui font un super bon travail, comment travailler avec les gens de la soupe populaire, comment travailler avec les intervenants qui sont sur le terrain, qui, eux, connaissent ce qui se passe et qui ont peut-être une vision encore plus précise des interventions possibles qu'on peut faire de ce côté-là. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui, pour moi, est une priorité, mais je ne veux pas non plus laisser pour compte nos jeunes et nos aînés. Nos aînés, là, c'est notre héritage. Là. C'est des gens qui ont des connaissances et qui ont une histoire de la ville et tout ça. Donc, quand on dit parfois qu'il faut partager le patrimoine, les belles maisons et tout ça, faut protéger aussi nos aînés. Et, ça, c'est un débat aussi, justement. Tu es courtier aussi, les maisons allumettes dans le vieux hall, là, que les gens s'entêtent à vouloir garder. Moi, je suis beaucoup dans la vision de si Stéphane, toi et moi, on serait les 2 partenaires où on appartiendrait à un immeuble
puis on sait que c'est voué à la ruine. Est-ce que nous deux, on mettrait de l'argent pour rénover un immeuble qui est à la fin de sa vie, là? Il faut se rendre à l'évidence à un certain moment donné. Ça a été mal entretenu depuis... Et depuis des décennies. Là. C'est l'immeuble en particulier là, qu'on a les deux en tête, là, que je doute que c'est cet immeuble-là que tu as en tête. Et l'autre élément, c'est que moi, je vais m'opposer à ce que la ville investisse de l'argent public pour venir revaloriser cette propriété-là qui pourrait coûter des centaines de milliers de dollars, quelques centaines de milliers de dollars. Pas tu sais combien ça coûte faire des rénaux dans des vieux blocs? Oui, effectivement. Donc, tu sais, à un certain moment donné, oui, il y a une question de patrimoine, mais là-dessus, écoute, on vient d'ouvrir une porte, là, puis je pourrais t'en parler, mais on a besoin d'identifier qu'est-ce qui est sauvable actuellement, puis d'avoir une stratégie qu'on puisse aller de l'avant. Puis oui, il y a des promoteurs qui sont peut-être un peu... je vais mettre peut-être un peu... la couverte plus de leur bord. Oui, ils tirent vraiment sur leur côté. Puis d'un autre côté, il y a des citoyens qui, d'un autre côté, tirent la couverte de leur côté. Je pense que tout ça est dans la stratégie de compromis. Mais il faut identifier, il y a des bijoux actuellement, puis il y a des bijoux qui sont en danger. Et ça, pour moi, c'est inadmissible. Il faut avoir un plan d'action. Il ne faut pas attendre que, justement, les immeubles sont laissés à l'abandon. Puis à un certain moment donné, on se rend compte qu'après 10 ans, 15 ans, que là, finalement, il n'y a plus rien à faire. Ouais. Mais ça fait 15 ans qu'il y a une inaction de ce côté-là. Donc, mais d'un autre côté, les citoyens qui sont propriétaires d'immeubles patrimoniaux, qui, eux, veulent faire des travaux, mais il faut pouvoir les accompagner, ces gens-là. Et comment on est capable de les accompagner? Il y a des programmes qui sont là, mais il faut... À un certain moment donné, je m'excuse ce que je vais dire, mais il faut enlever le red tape. Il faut faire que les processus soient plus fluides, plus faciles à comprendre au niveau des citoyens. Puis il faut apprendre à rentrer des ronds dans des carrés. Donc, moi, j'ai beaucoup de difficultés quand on retourne le formulaire aux citoyens pour dire, ben, tu n'as pas coché cette case-là, ou il te manque ça, ou il te manque ça. Puis là, ça devient un interminable, un peu comme les 12 travaux d'Astérix. Là. Ouais. Donc, il faut y aller de manière plus fluide, plus simple à comprendre pour les citoyens, plus simple à comprendre également pour notre fonction publique. Parce que les gens qui votent les règlements, ben, c'est le conseil municipal. Puis les orientations viennent du conseil municipal. Les fonctionnaires appliquent les règlements que le conseil municipal a votés. Et le conseil municipal, ben, en fin de compte, c'est les représentants que les citoyens ont voulu mettre au pouvoir. Donc, de ce côté-là, il faut juste garder cette orientation-là et essayer de voir comment si on veut grandir, si on veut bâtir une belle grande ville, ben, à un certain moment donné, se donner les moyens de nos ambitions. Puis, faut ouvrir, justement, il faut faire preuve de compromis. Ah, ben oui, définitivement. Ça fait quasiment 1 heure qu'on jase. Une dernière petite chose, j'ai envie de te parler. Là, on est à mon bureau, au coin de Sainte-Marie puis Saint-Joseph. Puis, tu sais, je pense que tu as beaucoup de propriétés dans le coin, hein, dans le Wrightville. J'ai beaucoup de propriétés à Hull, oui. Oui, moi aussi, c'est pas mal le coin que je suis sur Moussette en haut, puis le bureau est ici. Puis, évidemment, ça change là, depuis quelques années. Là, on a le Columbia qui vient de... la construction est finie. On a le Canva qui risque de changer. Le Bloom. Là, tu as vu, on fermait le PFK là, la semaine passée. Tu n'es pas en train de me dire que tu es en pleurs parce que le PFK est fermé. Non, du tout. Ça, en passant, pourquoi que ça existe encore des cochonneries de moi? Mais bref. Puis là, on a les galeries aussi qui vont... Fait que, ça va... Tout ça pour dire que ça va vraiment pousser dans le secteur ici. T'sais, moi, je me dis, ben, ça va être comme ici, le nouveau centre-ville un peu, là, dans le vieux hall, portage, tout ça. On verra c'est quoi le plan. Premièrement, il y a un beau projet qui s'en vient. Communard a un super beau projet pour les galeries de Hull, pour le redéveloppement de l'ensemble de cette portion de terrain-là. Parce qu'on s'entend que le centre commercial tire de la patte, ça fait des années, là, depuis le départ de Sears. Il y a un super beau travail qui se fait du côté de Canva. C'est beaucoup plus orienté vers les citoyens, tout ça, comme lieu de rencontre. Donc, il y a quelque chose qui va être super intéressant qui va se faire. Il y a tout également la zone que je dirais entre, disons, Galerie de Hull puis Allumetière, entre Saint-Joseph puis le ruisseau de la Brasserie, qui
selon moi, c'est un bijou mal exploité ou ça peut avoir une autre vocation que de l'industriel. Bon, ça la pourrait... rue Lois à Crémazie. Oui, là, c'est ça. ces- Donc, on pourrait apporter beaucoup plus de densité, beaucoup plus de résidence dans ce secteur-là. Également, une fin peut-être d'autoroute plus en boulevard urbain avec des liens où est-ce que les cyclistes ou les piétons pourraient justement enjamber puis avoir une meilleure fluidité des transports, un meilleur accès à la polyvalente également. Il y a toute la question de Guertin. Qu'est-ce qu'on fait avec Guertin? Maintenant que l'aréna est en fin de vie puis qu'il faudra que ça soit démoli. C'est quoi qui se passe? Dans ce moment, là, justement, le camping là, dehors, là, ils ont-tu accès à l'intérieur? Non. Mais je pense que pendant la pandémie, ils ont ouvert les portes. Il y a eu certains accès. Ouais. Il y a eu également une halte chaleur sur Émile Bonne qui a été fermée parce qu'il y a eu du vandalisme et tout ça. Donc, il y a quelque chose à faire. Il y a des actifs dans ce secteur-là. Encore là, il faut voir qu'est-ce que la population veut avoir, qu'est-ce qu'on voit, puis il faut voir grand. Est-ce que je vois un poste de police à cet endroit-là? La réponse est non. Ouais. Donc, pour moi, c'est pas la vocation du secteur, c'est pas l'endroit où on va mettre une installation comme ça. Tous les urbanistes vont être contre cette idée-là de mettre une station de police, premièrement à côté d'un gîte de sans-abri. Ben oui. Ça fait absolument Ils vont tous s'éparpiller partout dans la ville. Ça fait juste pas de sens. Non, mais c'est la répression à côté des gens qui ont certaines vulnérabilités. Là. Ça n'a pas de logique. Là. Mais j'appelle les gens à rêver grand puis à partager leurs idées. Il y aura une consultation qui va se faire sur le PPU, qui est le plan particulier des urbanistes centre-ville. Même exercice se fait du côté d'Elmer, du côté de Gatineau, du côté de Buckingham. Donc, il faut avoir la participation citoyenne parce qu'une tête, c'est intelligent. Plusieurs têtes, c'est encore plus intelligent. Donc, puis il y a des idées qu'on peut tous cogiter ensemble puis trouver des meilleures solutions. Puis il y a des modèles à l'extérieur. Hein. On s'entend, la pandémie a laissé des marques du côté d'Ottawa, du côté de Gatineau. Gatineau centre-ville, c'est le centre-ville avec la plus faible récupération de piétons au centre-ville. On sait, nos tours ont été vidés. Portage, ça a été vidé depuis 2019 en passant, donc bien avant la pandémie. Ah ouais. Oui. Donc, il y aurait lieu à ce que le gouvernement fédéral vienne donner une certaine contribution au centre-ville, à la ville de Gatineau pour justement cette absence, cette décision de retirer les fonctionnaires. Parce que même aujourd'hui, si on ramènerait l'ensemble des fonctionnaires dans les bureaux centre-ville de Gatineau, bien, Portage et Chaudière sont en construction. Donc, il n'y aurait pas personne dans ces immeubles-là. Donc, il faut penser à ça. Il faut penser également à dire qu'est-ce qu'on veut faire avec ces immeubles-là? Parce que je pense que le télétravail est là pour demeurer. Donc oui, il y a des gens qui vont revenir 3 jours ou 4 jours semaine en modèle hybride et tout ça, mais je tiens à rappeler que avant la pandémie, Terrasse La Chaudière était occupée à 50%. Donc même si tout le monde avait des petits cubicules avec leur nom dessus, c'était 50% d'occupation. Ça n'a jamais été 100%. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens en déplacement, congé de maladie ou en sans-sol et tout ça. Donc, ça veut dire que c'est pas... Il faut penser à... Les citoyens, on est le gouvernement. C'est notre argent, c'est nos taxes. Donc, comment on veut exploiter ces endroits-là? Donc, ça donne énormément de possibilités à dire, est-ce que nos campus, le laboratoire d'identité numérique, tout ce qui se fait en numérique, tout ce qui se fait en informatique, est-ce qu'on pourrait faire des campus off-site de l'université ou du cégep et mettre ça dans une des tours au centre-ville? Est-ce qu'on pourrait avoir des incubateurs d'entreprises au centre-ville? Est-ce qu'on pourrait avoir des résidences étudiantes au centre-ville? Il y a d'autres endroits, que ce soit Chicago, que ce soit Détroit, que ce soit Washington. C'est des villes qui se sont effondrées, qui ont été capables de renaître de leur cendre. Donc, c'est pas juste pas juste de se regarder puis de dire « Oh mon Dieu, on fait pitié », puis on se regarde dans le miroir, puis « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire », puis tout ça, puis un peu comme Calimero dirait « Stéphane, peut-être t'es trop jeune pour les Calimero, je le sais, mais de ce qu'il disait, pauvre de petits mois, là. Okay. Donc, on était beaucoup dans la victime. Donc, sans avoir l'idée qu'on est des victimes, comment on est capable de se prendre en main, puis de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs.
qu'est-ce qui se fait en Allemagne? Qu'est-ce qui se fait à Paris? Qu'est-ce qui se fait... Détroit en est un super bon exemple. L'industrie automobile a complètement disparu, puis c'est une ville aujourd'hui qui est prospère. Donc, quelles ont été leurs actions? Donc, est-ce qu'on est capable de faire un recul, un pas de recul, pour pouvoir faire un pas en avant? Et il y a des gens dans la ville qui sont extrêmement intelligents et extrêmement allumés. On a des ressources dans la ville de manière incommensurable. Il faut juste que tout le monde puisse se rassembler. Et je vais te dire, il n'y a pas de mauvaises idées. Puis souvent, quand les gens me disent « Ah, j'ai des questions pour toi. » Je m'excuse de te déranger, j'ai des questions pour toi. Moi, quand quelqu'un me pose des questions, c'est signe d'intelligence. Donc, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, à partir de là, comment on veut tous cheminer ensemble? D'avoir une vision commune. Oui. Super intéressant, Steph. Tu es un gagnant, un fighter, puis j'avais une bonne opinion de toi, puis la conversation qu'on a, ça me confirme. C'est quelle date, les élections? Le 9 juin. Le 9 juin, là, on invite tout le monde là, à prendre... 9 juin, le jour de l'élection, puis le 2 juin, qui est le vote par anticipation. Donc, si vous prévoyez ne pas être disponible le 9 juin, votez donc par anticipation. Et voter vous permettra d'avoir votre droit de chialer après. Mais si vous ne votez pas, vous ne pouvez pas chialer. Vous ne pouvez pas aller sur Facebook puis écrire. Non. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Restez chez vous, dites rien parce que vous n'avez pas été voté. Donc, si vous voulez exercer votre droit, si vous voulez exercer votre opinion, allez voter. Et que ce soit pour moi ou quelqu'un d'autre, parce que on est choyé au Canada d'avoir ce droit de voter. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait avoir de la gratitude pour. On prend tellement ça pour acquis, on a le droit de vote, mais il y a des pays beaucoup qui n'ont aucun... peut-être qu'ils ont des votes, mais en réalité... c'est pas la même réalité qu'on a. Effectivement. Merci beaucoup. Thomas, on vote, Steph? Merci. Je vais aller voter le 9. Merci. On va aller voter pour peut-être plus par anticipation, parce que le 9, j'ai une course dans le coin de Québec. Bref, excellent. La clinique du coureur. Mais merci pour ton temps. Super intéressant. un plaisir. Merci beaucoup. Bon succès pour la suite. Merci. Salut tout le monde.